Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus à ce talk intitulé Air France dans les nuages. Donc, durant ce talk, on va vous faire un retour d'expérience par rapport aux ateliers d'extrême architecture auxquels Air France a participé il y a à peu près un an. Sur ce retour d'expérience, on va principalement essayer de vous parler du coup des atouts que cela a pu apporter à Air France avant justement de s'engager dans ce défi. Par contre, petit rappel, cette présentation n'a pas pour but de vous présenter la partie technique des ateliers d'extrême architecture justement qu'on a mené à bien avec Air France, mais vraiment des apports que cela a apporté. Donc, avant de commencer, on va se présenter rapidement. Donc, moi, c'est Nicolas Lai, je suis data engineer chez Xebia. En ce moment, j'aide les équipes de data scientists chez Air France à la mise en production de projets de machine learning. À l'époque, lors des ateliers d'extrême architecture, j'étais simple spectateur, et c'était avant que je commence ma mission chez Air France. Voilà, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Paul-Louis Vincenti. Je suis maintenant responsable innovation dans la partie maintenance d'Air France, en fait. Mais à l'époque des ateliers d'architecture auquel a participé Air France en collaboration avec Xebia, j'étais responsable d'une équipe de data scientists qui travaillait sur, et qui travaille toujours d'ailleurs, qui travaille sur Prognos, qui est notre système de maintenance prédictive avion, en fait. Donc je vais vous raconter un peu cette histoire, un peu le contexte. Donc grosso modo, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille sur, donc depuis 2014 en fait, on travaille à Air France sur des systèmes de maintenance prédictive avion. L'objet étant de collecter et d'utiliser l'ensemble des données qui sont générées par l'avion, donc par les capteurs qui sont présents sur l'ensemble des équipements de l'avion, d'enregistrer ces time series de mesures physiques en fait, et de les analyser pour détecter des prémices de panne et en fait anticiper des problèmes techniques qu'on pourrait avoir sur l'avion avant qu'ils n'arrivent effectivement. Ça nous permet effectivement d'éviter des annulations de vol ou des retards importants. Voilà, donc le contexte projet, c'est cette idée d'atelier d'extrême architecture qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est une idée qui est née en fait, d'une réflexion qui a un an à peu près. À cette époque-là, ça faisait environ un an et demi qu'on avait ce système de maintenance prédictive en production. On avait eu des succès, on a réussi à prouver par plusieurs occasions qu'on arrivait à prédire des pannes qui auraient provoqué des annulations, certainement des annulations de vol. Et en fait, bon, on avait une démarche de croissance sur le projet, d'attaquer de plus en plus de systèmes et d'équipements de l'avion pour les suivre en prédictif. Donc on a une phase de croissance. Et il est venu un temps, on est venu vers moi, on m'a dit Paul-Louis, Prognos, c'est un service qui fonctionne bien, on a envie de l'offrir à des compagnies aériennes clientes. C'est un service qu'on veut pouvoir vendre, en fait, à n'importe qui comme compagnie aérienne cliente de la maintenance d'Air France. Donc, grosso modo, ça, c'était le défi qu'on s'est donné. Donc grosso modo, on avait un système qui tournait depuis un an, qui suivait 10 avions, nos 10 A380, qui fonctionnaient bien. C'est une application, on va dire, qui est déployée sur une architecture Big Data à l'état de l'art. Enfin, on pourra avoir un débat là-dessus, mais en tout cas, sur une plateforme Hadoop, avec du machine learning, du Spark, enfin bon, voilà, de la techno à l'état de l'art de ce qu'on connaissait à l'époque. Néanmoins, on était déployé sur nos infrastructures internes, Air France, qui avaient des limites, mine de rien. Donc voilà. Donc, la problématique, c'est comment est-ce qu'on va plus loin, comment on se scale, grosso modo, pour pouvoir adresser et proposer ce service à d'autres airlines clientes, n'importe quelle airline cliente dans le monde, avec n'importe quel type de flotte et surtout n'importe quel volume de flotte.
Nous, on suivait 10 avions en maintenance prédictive, c'est relativement peu. La question, c'est comment est-ce qu'on suit 100, 150, 200 avions en maintenance prédictive. Donc on a une question de passage à l'échelle, en fait. Voilà, donc il y a une problématique de scalabilité en volumétrie et aussi au niveau logiciel, comment on s'adapte, comment est-ce qu'on est résilient à ça, enfin, etc. etc. Voilà, donc en gros, cette problématique de mise à l'échelle, pour Air France, elle est assez nouvelle en fait. Et on n'a pas une énorme habitude de vendre des services qui doivent se scaler de cette manière-là à l'extérieur de l'entreprise. Évidemment, on a des clients passagers, on manipule des données très volumineuses, etc. au quotidien. Néanmoins, on manipule très peu de données d'entreprises extérieures. On a très peu l'habitude de faire ça à Air France. Et là, c'est une problématique qui est survenue et c'était assez nouveau pour nous, en fait. Et c'était assez nouveau, c'était un gros défi technique. Et ce que nous demandait notre business interne, donc le métier de la maintenance, qui voulait vendre ce service, c'est d'avoir de la visibilité, comment, dans quel délai et comment on peut offrir ce service-là à nos clients, à compagnies aériennes clientes d'Air France, pour la maintenance. Donc là, naturellement, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on nous a posé cette question-là, on a posé un peu le crayon, on a arrêté de travailler pendant une journée sur nos problématiques classiques de développement, et on s'est dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir déployer notre solution pour une flotte énorme et une flotte extérieure? Ça avait plein d'implications, et on avait énormément de questions techniques qui sont nées de cette réflexion-là. Évidemment, assez vite, on s'est rendu compte que certainement, pour des problématiques de faire grossir nos infrastructures, certainement il faudrait qu'on soit capable de passer sur le cloud. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable en très peu de temps, côté Air France, d'empiler des serveurs, de les commander, de les installer, etc. Donc on a besoin d'avoir de l'infrastructure déployable très rapidement et de se scaler très rapidement. Donc voilà, on se disait, bon, cloud, pas cloud, mais bon, on avait une petite idée quand même. Et puis, en fait, bon, le principe de la maintenance prédictive, c'est que l'avion descend des données à chaque fois qu'il arrive à l'aéroport, en fait. Et donc, on avait une logique, un peu de messagerie, etc. Donc, on se posait un peu des questions, gestionnaire Kafka ou pas. Enfin, voilà, on se posait des questions sur les briques technologiques. Et en fait, on avait peu de réponses. Donc on s'est tourné vers un partenaire qu'on connaissait bien, en l'occurrence Xebia, qui est un partenaire d'Air France depuis quelques années maintenant, qui nous aide sur nos problématiques d'architecture, data et de développement. Et on se connaît depuis longtemps, parce qu'on participe effectivement régulièrement à Xebicon, etc., au moins en tant que spectateur. Voilà, donc naturellement, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé mon gestionnaire de compte chez Xebia, j'ai exposé mes problématiques. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour adresser cette problématique-là, qui pour nous, techniquement, est complexe, et en tout cas, on n'est pas suffisamment expert pour avoir des réponses rapides. Voilà, donc on a fait appel à Xebia. Je laisse Nicolas vous expliquer un tout petit peu comment on a travaillé. Ok. Donc justement, Xebia a essayé de répondre à cette problématique en proposant des ateliers d'extrême architecture. Donc ces ateliers d'extrême architecture, là je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer dans la théorie ce que c'est, de vous expliquer les grandes lignes derrière tout ça. Et après, vous inquiétez pas, je donnerai la parole à Paul-Louis pour qu'il vous explique un peu plus de façon concrète qu'est-ce que ça va avoir apporté à Air France, les armes que ça va lui avoir données et autres. Donc l'objectif premier des ateliers d'extrême architecture, ce qu'on va chercher à faire, ça va être d'être capable de produire une architecture qui est adaptée aux besoins d'aujourd'hui et prête pour demain, le tout dans un temps record. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, la phrase qui se cache derrière les ateliers d'extrême architecture. Par contre, moi, ce que je vais vous présenter, c'est un peu plus qu'est-ce qui se cache derrière, avec un peu plus de détails. Donc l'extrême architecture, ça va être une séquence d'ateliers qui va avoir pour but, dans un premier temps, d'éviter d'avoir une vision partielle ou court-termiste, qui du coup ne servirait que le projet, mais pas le SI dans sa globalité. Mais également, à contrario, d'éviter de faire des plans quinquennaux, où on serait du coup capable très rapidement d'oublier qu'il peut y avoir des évolutions autant en termes de besoins qu'en termes d'architecture.
et aussi en termes de nouvelles technologies. Donc il faut être capable de garder ces deux angles et d'être capable d'ajuster le curseur entre les deux. Et bien sûr également, pour réaliser ces deux objectifs-là, on va avoir besoin d'inclure toutes les parties prenantes d'une étude d'architecture. Donc autant que ce soit les cellules d'architectes côté client, que ce soit les responsables de production, les équipes de développement, les PO et autres. Donc pour remettre un peu tout ça en lumière, sur une base d'un schéma qui va vous permettre un peu mieux de comprendre justement ces éléments-là, en se disant que les ateliers d'extrême architecture ont pour but du coup de produire une architecture adaptée aux besoins d'aujourd'hui et prête pour demain dans un temps record, on va devoir du coup répondre aux besoins de l'équipe projet qui a justement besoin de répondre à ce problème-là. Et donc par exemple pour Air France, comment faire pour devenir scalable? Il va également falloir prendre en compte les contraintes opérationnelles, donc les contraintes vis-à-vis de la production. Et également, ne surtout pas oublier du coup la vision à long terme définie par les cellules d'architectes et la partie DSI. Ce qui est aussi important en fait, de connaître par rapport aux ateliers d'extrême architecture, c'est ce pourquoi ils ne sont pas faits. Donc, les ateliers d'extrême architecture, ils ne vont pas avoir vocation à faire de la sélection de composants, ou de la sélection de produits, ou de faire des comparatifs. Paul-Louis vous en donnera peut-être un exemple justement après pour vous expliquer de façon un peu plus concrète que veut dire cette phrase. Également, ils n'ont pas vocation à être là pour uniquement mettre un tampon sur une architecture existante. L'idée, ça ne va pas être de dire, voilà notre architecture, est-ce que vous la tamponnez ou pas? Non, l'idée va être justement de définir une architecture ensemble. Et bien sûr, le point le plus important sur ces ateliers d'extrême architecture, c'est qu'ils ne vont surtout pas avoir vocation à créer une architecture qui va être figée dans le marbre. Le but en fait, de ces ateliers d'extrême architecture va être justement de donner un maximum de billes, un maximum d'arguments, pour que suite à ça, le client soit capable justement de débattre de cette architecture et de la confronter aux problématiques de tous les jours, et de la faire évoluer par la suite. C'est un peu un point de départ qui permet de lancer un projet, de le continuer, de le faire évoluer vers quelque chose d'autre. Donc, de façon un peu plus concrète, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle vraiment de façon très théorique, de façon un peu plus concrète, comment les ateliers vont se dérouler. Donc, les ateliers vont se dérouler sur 3 jours en continu, dans un lieu dédié, avec toutes les parties prenantes. Donc, idéalement, mais ce serait presque même obligatoirement, il faudra à minima un représentant des devs ou l'équipe de développement, un responsable de production, un product owner et également un architecte. En fonction des besoins également qui ont été exprimés avant le début de ces ateliers d'extrême architecture, il est possible d'intégrer un responsable sécurité, un chief data officer ou autre. Là, ça dépend vraiment des besoins qui ont été exposés. De côté Xebia, en fait, pour animer justement ces ateliers-là, il va y avoir un animateur, un architecte senior et plusieurs intervenants Xebia qui vont être experts dans des domaines bien particuliers. Donc, par exemple, pour Air France, il y avait une vraie problématique sur le cloud. Il y a eu des experts qui sont intervenus pour expliquer ces parties-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va s'adapter en fonction des besoins du client. Également, du coup, ces 3 jours qui vont être rythmés par différents ateliers qui vont être orientés autour de 3 axes principaux. Le premier axe va être la notion de tableau blanc et de discussion, où là, l'idée va être justement de définir les briques fonctionnelles et techniques que le projet a besoin. L'idée, justement, là, ça ne va pas être de parler spécifiquement composants, donc de se dire, voilà, ici, on va mettre du Kafka, là, on va mettre du Hadoop, etc. etc. L'idée est vraiment de se dire quelles sont les briques fonctionnelles ou techniques du projet, mais de façon assez large. Un deuxième axe va être de faire un comparatif ou regarder qu'est-ce que Xebia a déjà pu rencontrer chez des clients qui marchent pour être capable de piocher des bonnes idées sur certaines stacks qui fonctionnent. Et le dernier point va être justement de confronter cette architecture par rapport aux problématiques et aux contraintes de tous les jours par rapport à la production et autres. Au bout du coup de ces 3 jours d'atelier, les différents intervenants de Xebia vont du coup être en mesure de fournir différents livrables. Là, je vous en ai fait une liste. Du coup, il va y avoir des notions de schéma d'architecture globale, une liste des composants avec des justificatifs pour justement être capable de débattre pourquoi est-ce qu'on a choisi telle brique ou telle autre brique. Et d'autres éléments qui sont aussi très importants, comme un backlog qui va être estimé et priorisé, qui permet du coup de démarrer assez vite sur le projet en connaissant quels sont les axes prioritaires, une release map et aussi une estimation des coûts de build et de run. Bien sûr, ces livrables, un peu de la même façon que les ateliers, ils vont être adaptés en fonction des besoins, en fonction des travaux qui sont réalisés au cours des ateliers, au cours de ces 3 jours.
Ces livrables ne vont pas être livrés juste après ces 3 jours. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir 3 jours d'atelier en continu, puis un jour de restitution. La restitution se passera a posteriori et pourra être orientée autour de différents axes en fonction des personnes qui vont être présentes à la restitution. Pendant la restitution, il est possible de faire des restitutions orientées DSI, des restitutions orientées projet ou autres, en fonction des besoins, et de savoir à quel niveau il faut faire passer le message derrière cette architecture. Donc maintenant que je vous ai présenté de façon un petit peu théorique justement qu'est-ce que l'extrême architecture, quelles sont les différentes étapes derrière celle-là, je vais rendre du coup la main à Paul-Louis qui va justement vous faire un retour de son expérience par rapport aux ateliers qui se sont passés il y a à peu près 1 an. Merci. Alors, voilà le point de vue du client, j'allais dire entre guillemets. Donc nous on avait des gros challenges, une assez forte demande vraiment de notre client interne, nous dire bon, comment on fait pour adresser la problématique client. En gros, on était en train de discuter avec des compagnies aériennes clientes intéressées. Et donc, quand on est dans une logique commerciale comme ça, il faut être capable rapidement de répondre aux questions. En tout cas, en combien de temps vous êtes capable de mettre en œuvre? Est-ce que c'est techniquement faisable? Comment on procède, quoi, grosso modo. Donc là, l'avantage de ces ateliers d'architecture, c'est 3 jours très denses. Et à la fin, effectivement, ce qu'on a pu obtenir, c'est les réponses à nos besoins, c'est-à-dire un schéma d'architecture cible qui permet au moins d'avoir une vision claire de la direction, mais aussi le chemin pour y aller en fait, parce que bon, on est totalement aligné avec Xebia sur cette philosophie-là. On n'est pas très adepte de théorie du Big Bang. On sait que ça pose des problèmes. Donc on veut des étapes itératives entre la copie de laquelle on part et la copie à laquelle on veut arriver. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est fourni en sortie de ces ateliers. C'est une vision cible de l'architecture à mettre en place, mais aussi une release map, c'est-à-dire par quelle version je dois passer, comment j'y passe, qu'est-ce que je mets dans ma backlog, qu'est-ce qui est prioritaire, dans quel ordre ça se dépile, en fait, on va dire, et en bout de combien de temps je vais pouvoir répondre à la question technique qui est derrière la problématique métier, en fait. Voilà, donc pour ça, on a eu effectivement l'intervention des experts Xebia, notamment sur les problématiques du cloud, mais aussi sur les problématiques ML, puisque en fait, derrière ce qui se cachait, c'était des algorithmes de prédiction, hein, donc d'apprentissage, en fait. Voilà, donc grosso modo, sinon on n'était pas passé par cette méthode-là, certainement un des plus gros risques, c'est qu'on aurait certainement douté en interne de notre capacité à l'IT d'Air France de traiter cette problématique-là. Encore une fois, c'était une problématique très nouvelle. Personne n'a vraiment jamais eu ces besoins-là à Air France. Et donc, d'un point de vue business, je pense qu'ils auraient été tentés de se dire ok, on va aller parler à un IT provider quelconque, mais externe, qui saura faire. Et ça, c'est un risque, en fait, c'était un risque parce que c'est un risque de dépendance en fait, à un acteur extérieur. Et dans des projets de ce type-là, quand on parle de maintenance prédictive, c'est un sujet très à la mode. Beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur ce sujet-là. Et il y a des impressions aussi qui sont quand même réelles, mais de rentabilité de ce type de projet. Et du coup, avoir une dépendance technique à un provider, c'est aussi le risque d'avoir un projet qui est moins rentable. En tout cas, voilà. Donc c'était un risque qu'on a évité grâce à ça. Puis aussi, on a évité de perdre du temps en fait. Hein. En 3 jours, on a adressé les problèmes. Et on a eu des solutions techniques directement. Donc on avait les experts au bon niveau en fait, pour répondre aux questions. Donc ça, c'était appréciable. Donc en conclusion des ateliers, grosso modo, qu'est-ce qu'on a eu? Je le résume en 4 mots. La première réponse, c'est une réponse de réactivité. En fait, on avait besoin de répondre super rapidement. Donc voilà, donc entre le moment où on a eu besoin et le moment où on a eu une vision très claire de ce qu'il fallait faire et de comment il fallait le faire, il y a eu grosso modo 2 mois, et entre les deux, il y a eu le mois de décembre. Donc en fait, il y a eu 1 mois de travail, quoi. Donc c'était assez rapide. On a eu l'engagement des équipes. Donc Nicolas, il en a parlé tout à l'heure, mais
Évidemment, c'est des ateliers qui doivent se faire avec l'ensemble de la chaîne de valeur du projet, on va dire, pour que ça soit efficace. Donc on avait mes équipes de dev, on avait les équipes des ops, on avait l'architecte, IT, le Scrum Master, le PO, et évidemment les experts Xebia autour de la table. Donc on était une dizaine à peu près. Mais on a eu l'engagement de tout le monde parce qu'on a impliqué tout le monde en fait. Et donc ça permet d'être efficace, c'est un prérequis pour moi, clairement. Voilà, donc ça nous a permis d'être efficace. En 3 jours, on a une réponse aux questions. Donc j'allais dire, ça couvre bien le besoin. Nous, certainement, sans les ateliers d'architecture, on aurait mis beaucoup plus de temps et certainement on aurait creusé des pistes finalement qui correspondaient pas à notre besoin, certainement. Typiquement, on se posait des questions. Est-ce qu'on doit faire du Kafka, est-ce qu'on doit pas, enfin, voilà, on avait l'impression que certainement il faudrait, et puis finalement une des réponses des ateliers, c'est en fait vous n'êtes pas vraiment orienté envoi de messages en flux continu, mais vous avez plutôt des gros fichiers qui arrivent ponctuellement, etc. Donc on vous conseille plutôt pas ça. Et à notre avis, c'est pas trop ça la solution. Donc ça permettait vraiment de se poser les questions et surtout de repartir d'une copie un peu blanche, poser les questions fondamentales de qu'est-ce qu'on veut faire d'un point de vue business déjà, comment on veut, quel est le service qu'on rend au client et comment, et ensuite voilà, techniquement comment est-ce qu'on répond à ça, quoi. Et donc on n'était pas là pour comparer des solutions technologiques ou pour comparer même des cloud providers, par exemple. La question, c'était pas est-ce que je vais sur Amazon, est-ce que je vais sur Azure ou est-ce que je vais sur Google, quoi. À la limite, on s'en moquait un peu. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est comment est-ce que techniquement on répond à la question posée par le business. Voilà. Et le livrable, c'est grosso modo, c'est simple. On est reparti chez nous avec un schéma d'archi cible, une backlog, une roadmap, des petits numéros à côté, c'est-à-dire combien de temps et combien d'argent, quoi, grosso modo, enfin combien d'efforts en termes de développement. Et on est reparti aussi avec une première brique d'un petit POC, on va dire cloud, quoi. Donc un peu de code Terraform qui était une première brique de l'architecture qu'on voulait mettre en place, grosso modo. Et l'avantage, c'est que ça nous a permis de démarrer extrêmement vite en sortie des ateliers. C'est-à-dire que en sortant de ces 3 jours d'atelier, on savait exactement ce qu'on devait faire et comment on devait le faire. Donc voilà, c'était assez efficace et on avait même déjà une petite brique technologique de laquelle on pouvait partir. Donc ça c'était appréciable aussi. Donc voilà, souvent on fait un petit bilan au bout de 6 mois de ces ateliers d'architecture. 6 mois, ça nous a amené à l'été, en fait, c'est l'été dernier. Donc grosso modo, ce qu'on avait au bout de 6 mois, c'était un POC, j'allais dire un peu end-to-end de la chaîne algorithmique. C'est-à-dire, j'envoie les données dans un bucket S3, elles sont décodées, j'ai mes algorithmes qui processent mes données, qui calculent mes indicateurs, et j'ai une prédiction en sortie, et je la donne à un utilisateur dans une petite IHM. Donc, grosso modo, on avait ça au bout de 6 mois, ce qui était assez efficace. Je ne pense pas qu'on aurait réussi seul. On avait pris beaucoup d'expérience sur tout ce qui est utilisation de plateformes cloudées, quelque chose qu'on connaissait à l'époque très très peu à Air France, pour pas dire pas du tout. Et puis en fait, on avait bien commencé l'adaptation de notre architecture technique pour arriver vers notre vision cible. Voilà. Typiquement, on gérait un peu la création de notre data lake et notre prévision, j'allais dire, dans les mêmes flux. Donc, il y avait toute une problématique d'architecture, de séparation des responsabilités. Est-ce que j'ai des batchs pour stocker les données? Ensuite, comment j'ingère mes flux live pour faire ma prédiction, etc., etc. Qui avait des implications dans la façon dont je dois stocker mes données, etc., etc. Donc voilà, donc tout ça, on a pu s'adapter progressivement et faire petit pas par petit pas. Voilà. Bon, alors après, dans le projet, forcément la question c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En fait, on
On fonctionne en cycle agile, on a des sprints de 3 semaines, et on repriorise du coup toutes les 3 semaines. Il se trouve qu'on s'est refocalisé sur, j'allais dire, notre client interne, donc les flottes Air France KLM. Et donc on a un peu mis en stand-by tout ce qui est j'allais dire, gestion des flottes tierces. Donc on l'a mis en stand-by pour continuer d'autres choses. Mais néanmoins, on sait que, d'ailleurs, c'est en train de se relancer. On va reprendre là dans les semaines qui viennent tout ce qui est orienté client. Et donc on sait qu'on a une brique technique qui est presque prête à l'emploi, on va dire. Et on va pouvoir adresser nos problématiques clients et donner de la visibilité surtout à notre métier, quoi. C'est surtout ça, c'est leur dire on saura faire à telle date. Si on signe tel client, on peut lui garantir qu'en 3 mois, par exemple, il aura quelque chose, quoi. Voilà, donc ça c'était vraiment le besoin. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est effectivement si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous avez des solutions software qui tournent sur des technos, on va dire, orientés Big Data, ML, mais que vous avez des problématiques de scalabilité ou de migration vers le cloud, Xebia propose ce type d'atelier-là qui permet d'adresser ces problématiques de manière efficace. Donc n'hésitez pas à y aller parce que ça fait vraiment gagner du temps. Et c'est une expérience aussi enrichissante et intéressante, même personnellement pour l'équipe. Ça permet aussi, il y a aussi un aspect un peu engagement de l'équipe autour d'une problématique et réponse et efficacité de réponse aux questions. Voilà. Je repasse la main à Nicolas pour la conclusion. Donc, pour faire une conclusion très rapide, après on vous laissera 10 minutes pour les questions, ou plus court s'il faut, pour après vous laisser partir manger. En conclusion, l'idée justement, c'était de se rendre compte que grâce à ces ateliers d'extrême architecture, en très peu de temps, comme Paul Louis a pu le dire, Air France a été capable de se doter justement des armes nécessaires pour être capable d'affronter ce défi-là, qui leur a permis justement de passer très vite sur ces problématiques, même si forcément elles ont été repriorisées et maintenant c'est plus forcément la priorité actuelle, mais ça a permis en tout cas d'avancer. Donc merci à tous d'avoir écouté justement cette présentation, et si vous avez des questions, on est à votre écoute. Merci Nicolas, merci. Ouais, vous avez des questions. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Ma question concerne plutôt l'aspect business. Donc, si j'ai bien compris, vous avez des assets côté Air France. Ils ont vocation à être vendus à d'autres personnes que Air France. Donc, vous avez besoin d'avoir un socle technique scalable pour pouvoir accueillir de nouveaux clients. Qui a la main sur la vitesse à laquelle vous accueillez ces nouveaux clients et pourquoi ils n'étaient pas invités autour de la table pendant ces ateliers extrême archi? C'est une très bonne question. Alors en fait, alors le contexte effectivement, c'est que je parle de la partie maintenance d'Air France. Donc nous, on fournit un service de maintenance pour une compagnie aérienne, par exemple, une compagnie aérienne qui vient nous voir et qui nous dit, un peu comme un particulier pour une voiture, c'est un peu le système du lease, par exemple. Si j'ai pas envie de m'occuper de ma maintenance, donc je cherche quelqu'un pour gérer ça à ma place. Donc nos clients, c'est ce profil-là, c'est les gens qui gèrent leur flotte avion. Et en fait, ils viennent nous voir et en gros, on contractualise. Et on doit pouvoir être capable de répondre à la question quand est-ce que vous êtes en mesure de nous proposer le service que vous avez pour vous, quoi, grosso modo. Donc la problématique qu'on a adressée à ce moment-là, c'est qu'on était en phase de contractualisation avec eux. On essayait on va dire qu'on avait jeté un peu un hameçon sur le marché en disant nous on fait de la maintenance prédictive et on le fait sur notre flotte, chez nous ça marche très bien et donc on aimerait se lancer dans l'aventure de le faire pour des clients et donc voilà, on jetait cet hameçon là, j'allais dire, sur le marché. Certains ont y répondu et donc forcément on nous a posé la question quand est-ce que vous êtes capable de nous offrir ce service là, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on vous transmet les données, etc., etc. Donc c'était tout ça qu'il y avait à écrire, grosso modo, pour être capable de répondre. Et il y avait aussi une notion d'être réactif,
dans le déploiement. Alors forcément, les premiers contacts qu'on a eus, on avait forcément un temps de latence, hein, parce qu'on n'était pas prêt à recevoir des clients à cette époque-là. Et la demande, c'était justement comment est-ce qu'on se prépare à être prêt au one-click deployment, quoi. C'est-à-dire, j'ai une airline cliente qui vient nous voir, qui nous dit moi, faire de la maintenance prédictive sur mes aéronefs, ça m'intéresse parce que je veux garantir de la disponibilité au maximum de mes avions et je veux pas qu'ils tombent en panne au dernier moment. Où est-ce que je signe et on commence demain, quoi. Et donc ça nécessite effectivement d'être préparé d'un point de vue architecture technique IT pour être capable de faire ça, quoi, grosso modo. Donc comment j'ouvre des flux de données, ils nous les transmettent, tout part dans le cloud, ça tourne et très vite, en quelques jours, j'ai du monitoring de l'état de ma flotte, etc. Voilà, donc ça c'était la question. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Alors, il y a deux aspects, c'est que c'est des contrats qui sont encore en train de se négocier. C'est des contrats assez longs. On essaye de les convaincre de signer avec nous. Comment? Ah, les commerciaux, vous vouliez dire, ouais, c'est ça. C'est vrai que j'aurais pu inviter les commerciaux, effectivement. C'est une bonne question. On aurait pu les faire venir. Effectivement, ils sont sur le terrain. Ils sont un peu dans les quatre coins du monde. Et ils vendent concrètement le service Prognos de maintenance prédictive Air France aux airlines clientes un peu partout. Et effectivement, on est dans une phase où il y en a certaines qui ont accroché, et donc il faut qu'on commence avec des premiers utilisateurs, on va dire, pour valider l'approche externe et aller plus loin, quoi, passer à l'échelle encore un step au-dessus avec voilà, commencer avec une et puis finir avec je ne sais combien, 10, 15. Hein. Si je peux apporter un petit élément de réponse supplémentaire, je pense également en fait que la personne des commerciaux allait être représentée par le product owner en fait, qui est présent au cours de ces ateliers d'extrême architecture, qui va être là justement pour essayer aussi de porter ces besoins-là. C'est vrai que... Ouais. Est-ce qu'on gère une architecture de la même manière si on sait qu'on va le vendre une fois ou si on sait qu'on va le vendre 1000 fois? Et si vous n'avez pas la réponse autour de la table, et surtout quand est-ce que les 1000 clients vont arriver, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire une architecture qui est ou sous ou surdimensionnée s'il n'y a pas le business qui est là pour indiquer la taille cible? Ouais, tout à fait. Alors c'est justement c'est la problématique en fait. C'est que si on avait su dimensionner exactement quelle était la taille de flotte qu'on allait devoir adresser, peut-être que typiquement on ne serait pas parti sur une solution cloudée, mais plutôt sur une solution interne en se disant on va acheter les serveurs qui vont bien et on va se calibrer. C'est ce qu'on a fait pour nous en fait en interne. Hein. On sait quelle taille de flotte on a, donc on se calibre, on achète, en gros, on prend un cluster avec X machines et on se dimensionne pour que grosso modo ça passe correctement pour la flotte donnée. Mais là justement la difficulté de la question c'est demain je peux avoir une airline qui vient avec 3 avions et puis je peux en avoir une qui vient avec 150 avions, quoi. Mais j'en ai aucune idée. En fait, j'adresse le marché en entier et c'est ouvert à tous. Et du coup, derrière, forcément, il y a du business et il faut que je sois capable de déployer à n'importe qui pour n'importe quel type de flotte, voilà, des Boeing 777, de la 320, enfin tout et n'importe quoi et n'importe quelle taille. Et justement, c'est cette difficulté-là en fait qui nous a amené aux ateliers d'architecture, parce que si on avait pu dimensionner en fait de manière très pragmatique, voilà, on sait qu'on a 100 avions, même si c'est un problème de faire grossir l'archi, on l'aurait fait. C'est l'avantage de travailler sur des systèmes type Hadoop, etc. Bon, on empile des serveurs, on les configure, ça prend pas beaucoup de temps. Là, le problème, c'est je sais pas qui je vais avoir en face de moi en fait. Donc c'est être prêt à adresser n'importe qui sur le marché en fait. Une autre question? Ouais. Est-ce que pendant l'étude d'architecture, il y a eu des problématiques sur la confidentialité des données, sécurité des données, et notamment c'est un des problèmes où le métier est en général assez regardant, conservateur et regardant. Tout à fait. En fait, ouais.
Tout à fait. Alors, évidemment, tant qu'on travaillait pour nos flottes chez nous, quoi, dans la maison, on va dire, bon, on n'avait pas trop de problématiques, encore que on a des syndicats quand même assez puissants. Donc, ce qu'on peut faire avec nos données, ça pose quand même question aussi. Hein. Mais néanmoins, bon, on s'en sortait, on y arrivait. Mais quand on pose la question à des compagnies aériennes tierces, elles ont différentes politiques. Vous en avez qui... En gros, ça ne les dérange pas de partager leurs données et à la limite, on les stocke où on veut. Donc à la limite, on pourrait les stocker chez nous, on pourrait les stocker dans un cloud n'importe où aux États-Unis, etc. Et il y en a d'autres qui sont plus regardants. Ils disent ah non, nous, on voudrait plutôt que ça reste chez nous, en interne, on voudrait plutôt que ça reste géographiquement localisé dans notre pays, par exemple. Parce que dans l'aérien, effectivement, typiquement toute la problématique de gestion des incidents. Alors nous, on est un peu moins données personnelles parce que c'est données de l'avion, donc on est un peu moins, j'allais dire, touché par les problématiques GDPR, etc. Parce que les données de l'avion sont grosso modo anonymisées, hein, on ne sait pas qui pilote, etc. Néanmoins, si vous avez des incidents avions, les données peuvent être réquisitionnées par les organismes qui font les enquêtes, par exemple, type BEA, Bureau Enquête Accident, etc. Et donc, effectivement, les airlines, les compagnies aériennes sont assez regardantes sur où est-ce que sont stockées leurs données. Bon, alors après, les solutions cloud, elles proposent aussi de l'hébergement localisé de données, donc ça répond à la question, au moins en partie, sur cette question-là. Une autre question ? Bonjour, merci. Tu as mentionné tout à l'heure que vous avez rapidement écarté une solution à base de Kafka parce que en fait, vous captez la donnée des avions simplement à la descente, enfin quand ils sont. Est-ce que ça, c'est pas déjà contradictoire avec le précepte que vous annonciez au début, que notre architecture doit être prête aux besoins du futur et pas simplement pour le besoin actuel? Peut-être dans 2 ans, on sera en mesure de capter les informations en direct des avions en plein vol. Dans ce cas-là, dans 2 ans, qu'est-ce que vous faites de votre architecture basée sur des batchs à l'atterrissage des avions? Ouais, alors c'est une très bonne question, merci. Effectivement, je pense que c'est un des concepts qu'a évoqué Nicolas, c'est qu'en fait, on n'a pas défini une architecture gravée dans le marbre, c'est-à-dire qu'on s'autorise totalement le droit de remettre en question ce choix-là sur cette brique techno, on va dire. Peut-être que demain, effectivement, il y a tout un tas de messages qui descendent de l'avion directement. Ça existe déjà, en fait, c'est les messages ACARS souvent, pour ceux qui connaissent ce milieu-là. Ça existe. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on utilise. Donc, on ne s'est pas orienté vers cette techno-là aujourd'hui. Néanmoins, on prévoit une séparation des flux de données, c'est-à-dire que dans l'architecture qu'on prévoit, il faut bien séparer les dépendances et, j'allais dire, quelle brique fait quoi, pour être capable de rattacher et de plugger potentiellement une brique type stream, stream message, à l'intérieur d'une archi, et pour que ça soit, j'allais dire, intégrable relativement facilement. Donc effectivement, c'est quelque chose quand même qu'on garde en tête, on ne l'a pas totalement écarté, mais j'allais dire à court moyen terme, parce que les avions, c'est quand même des objets, des assets physiques qui évoluent dans le temps relativement lentement. Hein. Renouveler ces flottes d'avions ou même faire ce qu'on appelle du rétrofit, c'est-à-dire changer les avions existants, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours parce que ça coûte très cher. Et donc on a un peu de temps devant nous, mais effectivement on garde ça en tête. Et par contre, effectivement, ce à quoi en tout cas pour la descente automatique des données en continu, on est plutôt à court terme pas trop là-dedans, mais parfois ponctuellement interroger l'avion sur des données très particulières, ça oui, ça c'est des choses qu'on fait, mais par contre c'est traité dans un autre stream un peu à côté, quoi. On ne considère pas que c'est l'appli de maintenance prédictive, cette brique-là, on considère que c'est un peu autre chose. Voilà, mais aujourd'hui effectivement on a une approche où en fait il y a des enregistreurs dans l'avion, c'est ça qui collecte la donnée pendant le vol, et une fois qu'il atterrit, en fait, on déverse tout. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on est capable d'anticiper des pannes à 10-20 jours, et donc on n'a pas besoin... En fait, si vous avez besoin d'anticiper la panne pendant le vol, c'est déjà trop tard. Vous n'avez pas, en tant que mainteneur aéronautique, vous n'avez pas le temps de la traiter, entre guillemets. Et donc, c'est trop tard. En fait, vous allez arriver à l'escale et bon, vous allez poser l'avion normalement. Les procédures de maintenance, c'est très normalisé, mais néanmoins, en fait, une panne, c'est juste l'avion qui vous dit, là, j'ai un
j'ai un problème qui fait que je ne vais pas pouvoir décoller au prochain vol, quoi. Donc si vous détectez ça juste en vol, en fait c'est presque trop tard, et nous on essaye de le détecter une dizaine de jours en avance pour que on puisse traiter le problème vraiment en amont, quoi. Voilà. Donc, Encore le temps pour deux questions. Ouais. Est-ce que vous avez déjà une visibilité sur les coûts d'infrastructure avant et après le cloud? Alors c'est encore une question pour nous. On est encore à une phase de question parce que comme on n'a pas, en fait aujourd'hui on n'a qu'un POC qui permet de faire la chaîne bout en bout, en fait, grosso modo. Donc ce qu'on sait évaluer, on a des bribes d'évaluation de coûts, j'allais dire un peu unitaires, sur un vol, quoi, grosso modo. Mais néanmoins, ça nous apporte quand même des ordres de grandeur. C'est-à-dire que forcément, dans un service qu'on vend à des clients, surtout le métier de la maintenance, vous voyez, c'est comme dans l'automobile, je me raccroche toujours à ça. Aujourd'hui, on vend du lease de plus en plus, c'est-à-dire que vous vendez de la location de voitures. Donc nous, on vend aussi de la location, entre guillemets, d'avion d'un point de vue maintenance. Donc on facture de plus en plus à l'heure de vol, par exemple, des clients. Et donc, si on veut avoir cette approche-là, on va facturer à l'heure de vol ou au vol, on va dire. Et donc, forcément, les coûts d'infrastructure vont avoir une incidence importante sur à quel prix on va être capable de vendre ce service. Forcément, c'est une question qu'on se pose. Donc aujourd'hui, on se questionne encore sur ce sujet-là, pour être très, très honnête. Mais en fait, on est ouvert à plein de choses différentes. Et on a quand même une idée assez précise de ce que coûte en infra un vol donné, de bout en bout. Et donc du coup, on a des ordres de grandeur de ce que ça coûterait sur une flotte donnée, etc. etc. Mais on n'a pas, c'est vrai que il faudrait qu'on fasse le test and learn, j'allais dire, global sur la chaîne complète avec tout le volume des avions, un volume d'avions plus conséquent pour savoir l'évaluer. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait le choix pour notre flotte interne de déporter ce qu'on avait fait sur le cloud pour nous-mêmes, quoi. On le fait que pour les clients, extérieurs. Une dernière question. Dans les travaux que vous avez faits, est-ce que vous avez envisagé qu'une architecture soit pensée avec du privacy by design? Par exemple, si vous avez des briques qui font de l'apprentissage sur des séries temporelles d'une compagnie aérienne comme Air France, est-ce que vous êtes sûr de bien avoir cloisonné pour que les features repartent à zéro si vous faites un nouvel apprentissage sur une nouvelle compagnie aérienne? Ou au contraire, est-ce que vous avez fait en sorte qu'il y ait une porosité et qu'il y ait de la cross-fertilisation entre tous vos modèles? Alors, c'est aussi une très bonne question. Certainement, encore une fois, ça rejoint la question précédente. Ça va dépendre de la politique de l'airline quant à l'utilisation de ces données. Il va y avoir des compagnies aériennes qui vont, en gros, s'en moquer un peu de ce qu'on va faire avec leurs données. Il y en a d'autres qui vont nous dire vous n'avez strictement pas le droit de créer de la valeur à partir de mes données et de la vendre à quelqu'un d'autre, quoi. Ce qu'on peut comprendre. Et donc, évidemment, si on est dans la capacité et si le client est d'accord pour que on alimente, j'allais dire, notre base d'apprentissage avec ces données à lui, on est preneur. Si on ne peut pas, on va soit essayer d'appliquer les modèles qu'on a entraînés sur nos flottes à nous et de les appliquer sur leur flotte à eux, mais il y a un risque que ça ne fonctionne pas. Typiquement, si on vient adresser des marchés dans lesquels les avions volent à des températures qui sont très différentes des nôtres, par exemple, nous on est en Europe, donc on va dire qu'on est modéré en température, mais vous avez des endroits dans les pays du Golfe ou, je sais pas moi, en Russie, etc., où il va faire très chaud, il va faire très froid. Il est assez probable que les systèmes avions réagissent pas tout à fait de la même façon et que donc les features, ce qu'on détecte dans les séries temporelles qui sont enregistrées par l'avion, soient pas tout à fait les mêmes et que les causes d'explication, en tout cas les signaux faibles, soient pas tout à fait les mêmes. Donc en fait, c'est encore pareil, il faut qu'on l'expérimente, mais notre première logique, c'est prendre les modèles qu'on a développés chez nous, essayer de les appliquer chez les autres, voir si ça marche.
Et si ça ne marche pas, réentraîner avec leurs propres données, quoi. Mais effectivement, réapprendre, ça veut dire aussi perdre du temps. Enfin, entre guillemets, il faut collecter. Déjà, il faut collecter de la donnée. Hein. Le client, il n'a pas forcément collecté, il n'a pas forcément son historique. Donc, potentiellement, ça va lui faire gagner ça peut lui faire gagner du temps aussi de merger ses données avec les nôtres pour entraîner des modèles potentiellement, ou en tout cas d'appliquer les nôtres sur sa flotte à lui. Mais il est possible que ça ne marche pas, c'est un risque. Merci.